Ce rapport fait suite à la dissection d'un spécimen orcoïde récupéré il y a très peu de temps par les forces armées du génétor-major Lucas Anzion. Pour comprendre les espèces orcoïdes, il est d'abord nécessaire d'intégrer leur xénogénétique, à ce jour sans équivalent. Quand je parle d'espèces orcoïdes, je fais allusion à la société des peaux vertes, depuis les orques dominants, en passant par les Gretchins et les Snotlings inférieurs, sans oublier les sous-animaux que sont les Squigs. Bien que physiquement et anatomiquement fort différents, tous ces orcoïdes partagent une même base génétique, aussi surprenant que cela puisse être. Chaque orque est, dans un sens, la symbiose de deux biologies dans une même structure. En plus d'une spirale de gènes classique, chaque orcoïde dispose d'une seconde structure algofongeuse. La structure génétique standard d'un orcoïde reste assez semblable à celle d'un humain, et ce sans qu'elle détermine les traits majeurs de la créature, ainsi que ses processus biologiques standards. Cependant, ces derniers se combinent avec la seconde structure semi-végétale, donnant aux orques leur résistance aux blessures et constituant la clé de l'énigme de leur cycle de procréation. Ces recherches furent absolument fascinantes, et toutes les découvertes qui en découlent restent cependant minoritaires dans ce qui va correspondre à la globalité de la compréhension de leur fonctionnement intrinsèque. Leur sous-système, à base de cellules d'algues, est en bien des points comparables au système sanguin humain. Il s'inscrit dans leur structure anatomique à un niveau moléculaire et fonctionne de pair avec les processus génétiques et biologiques classiques. Combiné à la récupération cellulaire traditionnelle, coagulation, etc., la structure végétale des orcoïdes réagit aux dégâts. Ainsi, même les blessures graves se couvrent en quelques heures d'une couche dermique résistante, à mesure que les cellules d'algues s'activent pour réparer les dommages et finissent par former un semblant de tissu cicatriciel comparable à la cicatrisation humaine. Nous sommes ainsi parvenus à la conclusion que quel que soit le degré de gravité d'une blessure, un orcoïde qui n'est pas tué sur le coup par un traumatisme majeur survivra presque à coup sûr à l'hémorragie et aux lésions internes. Ce processus régénérant est favorisé par les connaissances médicales sommaires des orques. Des membres entiers peuvent être greffés, des organes transplantés, des plaies grossièrement recousues, et j'en passe, avec à chaque fois un risque de rejet de 0,0023%. La capacité des orques à encaisser de telles blessures en fait de redoutables adversaires que nos forces armées ont déjà eu maintes fois la malchance de constater. Note au fabricateur général, veuillez faire en sorte que les commandants impériaux consultent attentivement le manuel des techniques d'assainissement des champs de bataille. Quel que soit l'aspect mortel de la blessure, un orque vivant doit être neutralisé de façon définitive par décapitation ou éviscération. En dépit de la symbiose entre les deux structures cellulaires, chacune possède sa propre chaîne de gènes. Les chaînes orcoïdes classiques définissent le type de la créature, orque, gretchin, etc., alors que les chaînes végétales sont communes à toutes les sous-espèces. Ce remarquable héritage commun m'amène à l'inéluctable conclusion qu'il y a certainement eu, à un moment ou à un autre de leur histoire, des manipulations génétiques dans le lointain passé des orques. Il existe des théories de certains de mes confrères visant à justifier la théorie selon laquelle les orcoïdes seraient les survivants d'une race génétiquement transformée, chose que je trouve personnellement peu probable à la lumière du fait qu'il est manifeste que c'est l'homme qui doit diriger la galaxie. Nous savons depuis longtemps que les orques bénéficient d'une résistance supérieure à celle des humains,
et nous avons à présent à notre disposition les faits permettant d'en expliquer la source et la nature. En revanche, nous ne soupçonnions pas que la nature végétale des orques constituait une menace terrible du fait de son étrange mode de reproduction. La matière végétale présente au sein d'un orcoïde contient le patrimoine génétique de toutes les espèces orcoïdes, pas seulement les codes propres à la race du vecteur. Tout au long de sa vie, un orcoïde va répandre des cellules semblables à des spores qui contiennent le code génétique complet de l'une des races orcoïdes. Ces spores sont répandus à l'insu de l'individu, un peu comme un humain répandrait des cellules dermiques à son insu. Ces spores microscopiques remplissent beaucoup de fonctions. Tout d'abord, elles peuvent être décelées par l'odorat extrêmement sensible des orcoïdes, véhiculant ainsi des informations, le rang social, l'âge et potentiellement d'autres informations, mais nous rentrerions d'autant plus dans la théorie. Elles permettent aussi aux orcoïdes de localiser leurs congénères dans un vaste périmètre, plusieurs kilomètres suivant la force et la direction du vent. Les spores constituent également le fondement du mode de reproduction orcoïde. Quand elle se trouve dans des conditions favorables, une spore va évoluer jusqu'à devenir l'individu dont elle contient le patrimoine génétique. Les spores orcoïdes réclament un environnement humide et sombre pour se développer, comme la majeure partie des algues et des champignons. Les cavernes et les forêts constituent donc les endroits les plus propices à la prolifération des spores orcoïdes, mais une proportion non négligeable d'entre elles réussira toujours à trouver un site adéquat, même dans les conditions les plus hostiles. Dans un premier temps, le spore grandit vers le bas. De minuscules racines cherchent leur subsistance comme n'importe quelle plante. Cependant, une fois que le développement de l'algue est bien accompli, les cellules orcoïdes sont générées en tandem, et l'orcoïde se met littéralement à pousser comme un bourgeon. L'observation de ce processus est proprement stupéfiante. La croissance d'un orque est relativement lente, alors que les races plus petites, comme les squigs ou les snotlings, ont un développement beaucoup plus rapide. Les orcoïdes n'émergent pas un à un lorsqu'ils sont parvenus à maturité. En raison de la nature du mécanisme des spores, des dizaines, voire des centaines d'orcoïdes émergent presque simultanément. Les cellules végétales orcoïdes contiennent la chaîne génétique des diverses races orcoïdes, ce qui implique qu'un unique individu peut générer une communauté entière à lui seul. Des Gretchins, des orques, des snotlings et des squigs peuvent tous avoir la même origine, s'implanter dans la même zone et grandir parallèlement. Les squigs sont les premiers à voir le jour et se reproduisent rapidement, fournissant ainsi une réserve de nourriture substantielle. Ils sont vite suivis des snotlings qui commencent à préparer la zone, puis viennent les Gretchins qui annoncent l'arrivée des orques, qui eux-mêmes parachèveront l'avènement de la communauté en question. On peut estimer qu'en l'espace d'une année, les spores auront engendré des orcoïdes viables. Des tests en laboratoire ont montré que les spores isolées, même si elles sont placées dans un environnement favorable, n'évolueront en général pas au-delà du stade fongoïde. Les quelques rares spores qui parviennent à donner naissance à une des formes orcoïdes supérieures dégénèrent en général rapidement et meurent au bout d'une période très courte, quelques heures, au mieux quelques jours. Ces spores montrent des signes de développement avorté par rapport aux orcoïdes qui voient le jour au milieu de leurs congénères. Nos études sur la croissance et la migration des orcoïdes montrent que les spores qui s'implantent à proximité d'une communauté déjà existante subiront son influence et en pâtiront également. Nous n'avons trouvé aucune explication physique évidente à ce phénomène, ce qui est déjà une insulte en soi. En partenariat avec certains de mes collègues, j'ai élaboré le théorème de la croissance psychophysique des orcoïdes d'Anzion. En substance, cela spécule sur le fait que certaines émissions psychiques peuvent limiter la prolifération des spores à proximité des colonies orques, afin d'établir une répartition uniforme des individus.
Même si ces observations peuvent amener à une telle conclusion, Anzion est le premier à reconnaître que cette conjecture n'est pas prouvée. Il poursuit ensuite sur la génération des spores, concluant que la production de spores augmente avec l'âge de l'orcoïde, avec une libération en masse à sa mort. Si cela est vrai, cela signifie qu'un monde venant d'être débarrassé des orques par la force des armes a de fortes chances d'être réinfesté à plus ou moins long terme. Il est également possible que certains navires transportent des spores à leur insu de mondes en mondes. Anzion se laisse emporter par cette théorie et évoque ainsi les risques d'infestation de Mars et même de Terra la Sainte par des spores orcoïdes. Même si cette idée paraît grotesque, j'ai toujours été étonné par les récits d'orques tués dans les niveaux inférieurs des cités ruches de Necromunda ou de Tarsulas.